et merci, d'avoir, rejoint ce live. Nous sommes, dans le PC de la NASA et il est exactement 15 heures. Je suis avec, Julie, de la BPI juste à côté de moi, voilà donc elle est là, elle est en train de passer les slides. Vous la verrez peut-être tout à l'heure, peut-être qu'on fera une petite animation avec Julie. On prévoira peut-être un petit happening. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver pour, ce live qui, s'appelle «La production comme un service, la nouvelle donne pardon, du spectacle vivant». Alors on a, quelques minutes à passer ensemble, exactement 45 normalement. Je vais essayer d'être le moins rébarbatif possible et d'essayer de tout simplement vous expliquer la démarche dans laquelle, nous nous sommes engagés. Une démarche, qui est née tout simplement de notre expérience et qui, à notre avis, va devenir, pour, les années qui viennent, une nouvelle façon, de financer le spectacle vivant. Vous allez découvrir que, aujourd'hui, on remet l'artiste au cœur du jeu et c'est d'ailleurs pour cela qu'on lui redonne sa place d'entrepreneur. Alors qui suis-je déjà? Qui avez-vous en face de vous? Je m'appelle Florian Ansens, je suis, dirigeant de Sur Mesure Production, qui est une société de production qui est basée dans le nord de la France, à Douai exactement. À Douai, on fabrique des voitures, mais on fabrique également des spectacles et ça fait 25 ans que nous sommes dans le circuit artistique. Sur Mesure Production, exactement 15 ans, mais la première structure qui a porté notre projet artistique, c'était une compagnie de théâtre et si vous voulez bien, je vais commencer avec un tout petit peu de storytelling pour vous expliquer que finalement notre démarche qui met l'artiste au centre du game, elle vient de notre expérience puisque nous en fait notre quatuor d'associés est, à la base, un quatuor d'étudiants, en droit et oui, comme quoi, qui ont décidé, il y a environ 20 ans de monter, une troupe, une petite troupe de théâtre et cette troupe de théâtre après avoir validé quelques études de droit, a décidé de devenir professionnelle. Elle a donné 10 ans plus tard à naissance à une société, Sur Mesure Production, Sur Mesure Production qui existe toujours, qui vous parle aujourd'hui et qui a développé un modèle qui est parti tout simplement de notre expérience, je vous le disais, puisque nous sommes allés chercher eh bien, les services que nous aurions aimé trouver quand nous nous sommes lancés. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle nous avons créé ce concept. La production comme un service. Je vais vous passer quelques slides et dans un premier temps, si vous voulez bien, on va essayer de redéfinir ensemble le rôle du producteur. Qu'est-ce que c'est qu'un producteur? Chacun d'entre nous peut avoir une image d'épinal du producteur qu'on imagine bien souvent dans son bureau. Si on va vraiment très loin dans la caricature, il a un gros cigare, potentiellement il a une Mercedes et 3 secrétaires. Mais en réalité, évidemment, ce métier qui est parfois un peu caricaturé a une vraie utilité, mais cette utilité aujourd'hui semble bouger et c'est ce qu'on va vous démontrer dans cette masterclass. Et pour comprendre, dans un premier temps, on va revenir, si vous le voulez bien, aux origines historiques. Qu'est-ce que c'est qu'un producteur? Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais pour comprendre comment le modèle évolue, il faut comprendre d'où il vient, évidemment, et quels ont été les ressorts, finalement, il y a plusieurs années, plusieurs centaines d'années qui ont fait que ce producteur s'est mis au centre du jeu, et comment on peut aujourd'hui comprendre que ce producteur, bah, finalement, n'est peut-être plus aussi nécessaire. C'est pour ça que je reviens un tout petit peu en arrière. Vous allez voir, cette partie-là, elle est assez courte, mais c'est ce qu'on appelle les origines historiques. En fait, il faut savoir que toujours eu, dans les troupes, dans toute, société entre guillemets «entrepreneuriale» y compris artistique, il y a toujours un leader. Heu, Très rapidement, en fait, il y a eu ce qu'on appelait les chefs de troupe, hein, qui, avaient, la responsabilité d'organiser les choses. Alors est-ce qu'on pouvait déjà parler de producteurs? Pas vraiment encore, puisque à cette époque-là, en fait, là on remonte, on va dire, à l'époque classique. Allez, si je caricature, on est un petit peu chez Molière. On avait tout simplement une division, de la recette entre les comédiens et une part un petit peu plus importante pour le chef de troupe. Mais l'argent venait d'où? Alors il pouvait venir évidemment des spectateurs qui pouvaient laisser quelque chose, mais il venait également du mécénat. Le mécénat et ne surtout pas confondre, les mécénats c'est un apport d'argent évidemment, ça on l'a compris, mais le mécénat n'est pas à confondre avec la production, puisque la production cherche un retour sur investissement. Donc il y a toujours eu du financement pour les projets culturels, mais la dimension retour sur investissement n'existait pas aux prémices. Le seul retour sur investissement, c'était un retour évidemment d'image, puisque, les puissants, les mécènes pouvaient, finalement contrôler leur image et diffuser des messages, dans la société par le biais, des structures, artistiques. Et puis
on laisse Molière de côté, on sait, que le théâtre et le monde du divertissement, bah, montent en puissance. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on a à cette époque, vous connaissez tous le théâtre de boulevard. Bah, le théâtre de boulevard, on appelle ça le théâtre de boulevard tout simplement parce qu'il était basé sur les grands théâtres parisiens. Les grands boulevards parisiens étaient, ceux qui accueillaient les théâtres et là, on a vraiment une logique commerciale qui se met en place au cours des 18 et 19e siècles où là, on commence à avoir des entrepreneurs privés, donc des chefs d'entreprise qui louent des salles. Donc on s'aperçoit ici que c'est un peu différent parce qu'il y a une location de salles, engagement de troupes et évidemment retour sur investissement avec la monétisation finalement du billet. Donc les chefs de troupe continuent à jouer un rôle important dans la production. Je fais une petite aparté, les metteurs en scène n'existent pas du tout à cette époque-là, hein. Chef de troupe, c'est pas metteur en scène. Les metteurs en scène, c'est beaucoup plus tard, c'est dans les années 1950. C'est un métier très, très, moderne et donc on s'aperçoit finalement qu'on a, de plus en plus des directeurs de théâtre qui prennent en charge l'organisation des spectacles et qui ont pour responsabilité de rassembler les artistes, de louer les lieux, d'avancer l'argent et de gérer les aspects logistiques et financiers de la production. On a les prémices du métier, de producteur. Et puis finalement, on va avoir un essor du théâtre, du spectacle vivant avec ce qu'on va appeler les premières vedettes qui vont véritablement, heu, faire prendre conscience qu'on peut dégager de l'argent, grâce au spectacle vivant et forcément dans le monde capitaliste dans lequel on est depuis bien longtemps et ben, ce qui génère de l'argent va forcément générer des entrepreneurs qui vont des investisseurs et c'est là où les producteurs arrivent. Ils sont d'autant plus importants à ce moment-là qu'on assiste à une internationalisation des spectacles vivants. Et le premier exemple, vous le connaissez, c'est un spectacle qui existe encore. C'est pas un spectacle de théâtre, mais c'est un spectacle de cirque, enfin de démonstration. C'est le Wild West Show de Buffalo Bill, qui a été le premier spectacle à commencer des tournées internationales. Et l'on s'aperçoit que quand on est dans des tournées internationales, ce ne sont pas les artistes qui ont les capacités financières de venir mettre l'argent au pot pour financer le trajet en bateau, mettre les animaux, etc. Mais ce sont évidemment les producteurs qui viennent, qui mettent la main au pot et qui peuvent récupérer leur mise. Donc, on commence à avoir, grâce à cette internationalisation, une place de plus en plus importante dans les spectacles. Les producteurs également sécurisent les transactions, puisque qui dit flux financier plus important dit demande évidemment de sécurisation avec une gestion juridique, des contrats avec les artistes, des contrats avec les salles, une meilleure gestion des flux financiers, la sécurité du public également lors des événements, autant de choses qui pouvaient finalement échapper aux artistes et qui ont été déléguées à ce métier de producteur. Si on continue, on avance encore dans notre société. Le producteur, donc, au 19e siècle, est vraiment dans une période charnière. Il va vraiment aider au développement du spectacle vivant. Ils vont également jouer un rôle clé dans la promotion, des arts du spectacle et dans l'organisation des tournées. C'est ce que je viens de vous dire. Voilà pour cette mission un peu historique où on comprend finalement qu'on est parti des mécènes pour arriver, plusieurs dizaines d'années plus tard, centaines d'années plus tard, vraiment à une industrialisation du spectacle et avec la nécessité, d'apports financiers. Les producteurs sont là, ils sont là également pour gérer. Alors on a hérité de quoi? De missions du producteur. Le but principal d'un producteur, c'est de créer, gérer et promouvoir des spectacles et des événements artistiques dans le but de les rendre rentables pour l'artiste et d'en tirer des bénéfices pour lui-même. Ça, c'est important. Ces deux aspects sont très importants. Un spectacle, un projet artistique qui fonctionne, un projet bien produit, va permettre à l'artiste de défendre sa vision du spectacle vivant et va permettre au producteur qui a mis une mise de départ de faire que ce projet soit rentable et donc qu'il multiplie sa mise ou au minimum la sauvegarde ou la récupère. Donc aujourd'hui, le producteur a un rôle essentiel dans l'industrie du spectacle. Il va veiller à ce que les choses se passent de manière fluide, qu'elles soient rentables, je vous l'ai dit, qu'elles atteignent dans un public cible. Donc le producteur, sa tâche, c'est de croire en un projet et de faire le pari de pouvoir transformer une idée en un véritable, succès commercial et industriel. Alors il négocie avec les artistes, il négocie avec les salles de spectacle, il négocie également avec les partenaires, il établit les contrats, il gère les ententes de production et de diffusion des spectacles, il accompagne l'artiste dans son projet et souvent il définit avec lui,
les objectifs. On se rend compte également que c'est lui qui va gérer la gestion, de la production du budget, ça je l'ai dit, mais également la promotion, et la publicité, hein, pour finalement pérenniser et aider en fait, l'artiste à défendre son projet. Et on se rend compte déjà, si, vous suivez bien, qu'il peut y avoir un petit achoppement possible entre la vision de l'artiste et la vision du producteur. Puisque parfois les intérêts de l'un et de l'autre ne sont pas tout à fait les mêmes. Ils ont tous les 2 intérêt à ce que le projet marche, mais ils vont pas être d'accord sur la façon de mener à bien ce projet. Et on est tous, au courant de disputes qu'il peut y avoir entre des producteurs et des artistes qui n'arrivent pas à un moment à tomber d'accord sur une vision ou une autre. On l'entend aussi beaucoup dans le cinéma, là, on est dans le spectacle vivant, mais par exemple, on a des réalisateurs qui sortent des années plus tard des versions plus longues parce qu'ils estimaient que leur film devait être plus long. Dans le spectacle, ça pourrait être également pareil. Le producteur, finalement, s'immisce dans la vision artistique et on sent déjà peut-être un petit point de frustration dans cet aspect. Alors, peut-être on peut faire une petite pause avant de passer au chapitre suivant pour savoir si il y avait des questions. Effectivement, le droit mène à tout, nous dit Anne-Édith, à condition de s'en sortir, me disait-on à l'époque. Et sinon, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, Julie, donc ça doit être soit extrêmement clair, soit il n'y a plus personne devant son écran, ce qui est, ce qui est possible également. Les évolutions, nécessaires dans le domaine et là, ce que je vous propose, c'est de faire quelques, analogies. En fait, on a 2 grandes raisons qui vont, pousser à faire évoluer le schéma dont je viens de vous parler. C'est d'abord que la société en elle-même, évidemment, évolue. Et pour ça, on va prendre quelques exemples. Là, je vous fais le chapeau, hein, je vous explique comment on va faire et ensuite, on va se rendre compte que, l'artistique, est une matière quand même, compliquée à travailler, qu'elle a un peu de mal à rentrer dans les carcans et que, c'est quand même un domaine qui reste protégé des recettes toutes faites. Le succès, en fait, n'est jamais certain et les besoins des artistes sont très différents. C'est aussi une des raisons de l'évolution de ce modèle. Alors, je vous propose une petite analogie avec d'autres domaines. Effectivement, hem, le producteur, vous l'avez compris, c'est un intermédiaire. C'est un intermédiaire qui, va se mettre entre l'artiste et sa cible, c'est-à-dire le public. Donc entre 2, il y a le producteur. Effectivement, aujourd'hui, on est dans une société, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, de toute façon vous ne pouvez pas parler, je ne vous entends pas. On est dans une société où, la tendance de fond, c'est la suppression des intermédiaires et au cours des 30 dernières années, il y a de nombreuses avancées technologiques et économiques qui ont conduit à la suppression ou à la réduction significative des intermédiaires. En fait, les gens aujourd'hui, veulent être en direct, soit avec celui qui fabrique, soit avec celui qui vend, mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les gens veulent être en direct. Et cette nécessité de prise directe entre l'artiste et son spectateur, elle existe également dans le spectacle vivant. Je reviens sur mon analogie, je vous donne 3 exemples et ça va vous sauter aux yeux évidemment. 3 exemples d'entreprises qui ont bouleversé, la façon dont on commerçait, dont on vendait du loisir ou dont on faisait, du financement. Amazon, évidemment, qui a, pour le détail en ligne, supprimé un nombre de grossistes très important, de nombreux intermédiaires traditionnels, en connectant directement les fabricants et les vendeurs aux consommateurs. Donc eux, Amazon, tout ce qu'ils font, ils ne construisent pas, ils ne sont pas en bout de chaîne, ils sont entre les 2. Ils font le lien entre les 2. Un peu comme, le producteur, dans le modèle qu'on propose peut le faire. En hébergement et en voyage, vous connaissez tous Airbnb, hein, vous êtes en direct avec la personne qui vous loue, votre hébergement. Donc ça, effectivement, on a également une forme de suppression de nombreuses, boutiques de voyage, des agences de voyage traditionnelles, qui, vont disparaître complètement pour laisser place, évidemment à ce rapport direct. Donc Airbnb fournit un service, Amazon fournit un service, n'est plus partie prenante, mais fournit un service et d'ailleurs, on se rend bien compte aussi que ce sont des modèles qui se cachent derrière cet aspect en disant: «Nous, on ne fait que fournir les tuyaux qui vont vous permettre de communiquer entre vous». J'ai pris également un autre exemple, qui est un peu moins connu en France, mais c'est quand même, important, c'est Kickstarter, qui est une plateforme, pardon, de crowdfunding. Le crowdfunding qui est un autre symptôme de notre société qui fait dire que, aujourd'hui, les gens, en fait, ils ont envie d'être en prise directe avec les gens qui financent et il y a plein de sociétés, d'ailleurs, quand on suit des programmes à la BPI ou autres, qui proposent dans le panel de choses qui aident à financer,
Le crowdfunding où on va aller chercher dans la poche des gens, de l'argent, qu'ils vont nous donner contre service, pour permettre de lancer un projet. Donc ça montre bien qu'il y a une sorte de méfiance avec ces intermédiaires et qu'on essaye petit à petit, il y a une sorte de tendance de fond qui fait que les intermédiaires qui ont une tendance, entre guillemets, je caricature, à se gaver sur certains, postes, et ben, on les supprime en fait pour, on pense, gagner, de l'argent. Mais encore une fois, dans ces 3 modèles, il y a toujours quand même une société qui fait le lien et qui propose le service. Et ben chez nous, c'est pareil. Vous allez voir qu'on va constater que dans le spectacle vivant, c'est la même chose. Simplement, dans le spectacle vivant, les besoins des artistes, est, variable selon leur projet et c'est ça qui fait le sel évidemment de la création artistique. Le sel de la création artistique, c'est qu'il y a pas de recette toute faite et que finalement, s'il y avait une recette toute faite, elle serait appliquée à chaque fois. Alors, avec l'intelligence artificielle, on commence à percevoir qu'il y a des musiques qui peuvent être générées par ordinateur qui comprennent avec les algorithmes quel rythme dans le spectacle, c'est encore pas tout à fait la même chose. C'est encore une alchimie qui fait que le risque est important dans le spectacle vivant. Et aujourd'hui, les artistes ne sont toutefois pas prêts à se lancer quand même seuls. Pourquoi? Parce qu'ils ont des besoins différents. Quand on monte un spectacle artistique, et vous le savez si vous êtes dans ce domaine, d'abord, on va sécuriser un suivi administratif. Et là, c'est le gros des services qui sont demandés par les artistes. On est en France, dans un milieu qui est protégé. Il y a l'exception culturelle française, il y a les intermittents du spectacle. Vous savez également que pour vendre un spectacle, vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas de licence d'entrepreneur du spectacle, vendre un spectacle. C'est ce qu'on appelle une profession réglementée. Elle n'est pas très compliquée à obtenir, mais c'est quand même une formalité. Bref, le spectacle vivant est dans un cadre législatif, social et fiscal très spécial. C'est une TVA spéciale, etc. C'est l'exception culturelle française, c'est ce qui fait que ça fonctionne. C'est ce qui protège également ce modèle. Donc ça veut dire que demain, je monte une troupe de théâtre, j'ai un projet artistique, me lancer seul, c'est compliqué. Et ça, c'est quelque chose que les producteurs font. Je peux avoir un très bon staff juridique, mais par contre, je peux être nul en organisation. Parce que monter une tournée, c'est ça. Monter des trajets, louer des salles, etc. Et ça nécessite une organisation et du temps et du monde, en fait. Et ça, parfois, en tant qu'artiste, eh ben, si je veux me consacrer à mon projet, c'est difficile, en fait. C'est difficile de consacrer le temps à ça. La diffusion. On sait bien que certains des plus grands artistes sont des mauvais commerciaux. En tout cas, à leur endroit, c'est très difficile de se vendre. Déjà, quand on touche pas, quand on fabrique quelque chose manufacturé, c'est difficile parfois de le vendre parce qu'on met de soi. Mais alors, quand on est un artiste, on met pas de soi, on met soi en fait sur la table. Donc, se vendre, c'est également quelque chose de difficile. Déléguer cette partie et en faire un service, c'est quelque chose qui est demandé. La communication, idem, tout le monde n'est pas communicant. Aujourd'hui, 90 de la communication passe par les réseaux sociaux et tout le monde n'est pas community manager et c'est très difficile de comprendre les codes d'une bonne communication, en fait, aujourd'hui et les artistes, dans leurs projets, ont également besoin de ça. Ça peut être également besoin logistique, création de décors, par exemple. Bah, tout le monde n'a pas l'atelier pour créer les décors de mes rêves, en sachant qu'il y a également des contraintes, de sécurité et enfin, on peut avoir besoin de conseils artistiques. Donc vous voyez, le besoin d'accompagnement des artistes est très variable et là, on se dirige tout doucement vers notre modèle puisque nous préconisons et nous faisons la promotion d'un modèle qui change la donne. En effet, notre modèle va remettre l'artiste au cœur du jeu, va remettre l'artiste dans, une sorte de vision qui est l'artiste comme entrepreneur. Alors, c'est très original dans ma présentation puisqu'on a mis un œil. C'est notre vision, et on considère aujourd'hui que l'artiste n'est plus le produit du producteur, mais on pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie tendance de fond qui fait que l'artiste peut devenir son propre producteur. C'est lui qui est capable de prendre ses décisions en connaissance de cause, mais évidemment qui doit toujours être éclairé par un prestataire de service. On ne vient pas balayer du revers de la main les missions du producteur, sauf que on rééquilibre la balance financière, on remet l'artiste au centre du game, on vient le conseiller et il vient chercher conseil comme il viendrait chercher conseil chez un juriste, chez un avocat qui ne serait pas son producteur. Sauf que là, la société de production, finalement, vient lui apporter des conseils. Alors évidemment, la conséquence de ça, il y a plusieurs conséquences quand on fait évoluer ce modèle. C'est d'une part, les gains financiers sont transférés et l'économie pour les artistes peut être substantielle. Heu,
on comprend bien, je vous donnerai des chiffres tout à l'heure, on comprend bien que, la part du producteur, si l'artiste devient son propre producteur, bah, elle lui revient, évidemment. Le pendant à cela, évidemment, c'est que le risque est aussi transféré. Puisque en tant que prestataire de service, je reprends mon analogie, si demain vous décidez de monter 10 logements, vous les mettez sur Airbnb, Airbnb va pas vous dire: «Ah vous avez rien vendu, je vais vous rembourser». Ben là, c'est pareil avec ce modèle-là. Le risque, il est également porté par l'entrepreneur artiste. Donc ça, c'est quand même important aussi de le savoir et je prends par exemple l'exemple, d'une location de salle. Si demain je loue, l'Olympia, j'ai 14 personnes dans la salle, je risque d'avoir une sacrée ardoise qui va devoir être portée par moi. Le risque juridique également. Donc c'est pour ça que être associé à une structure qui a pignon sur rue et qui a des réflexes peut être également intéressante. Hem, j Étymologiquement, entreprendre, ça veut dire, prendre par la main, prendre le dessus physiquement. Bah, l'entrepreneur, c'est ça aussi, c'est celui qui tient, ce au Moyen Âge, on disait celui qui tient le pas d'armes, c'est l'agresseur. L'entrepreneur veut dire que, il faut, aller chercher l'énergie et si l'entrepreneur peut être si pardon, si l'artiste peut être un entrepreneur dans l'âme, il peut, également, décider de ne pas aller jusqu'à cette, logique, de prise en main et il peut reculer, pendant un certain temps devant la création de sa propre structure. Donc nous, on se trouve, hem, dans un schéma, dans un moment de la vie de l'artiste où il a décidé de prendre en main sa propre production et mais où son modèle n'est peut-être pas encore assez mûr pour avoir sa propre société de production. Vous voyez? On est vraiment entre les 2 et nous, on accompagne énormément pour que l'artiste puisse monter sa propre structure de production dans un deuxième temps. En fait, c'est la meilleure victoire qu'on peut avoir. Comment on fait ça? Eh bien, en fait, tout simplement, on va proposer des services, taillés sur mesure. Je reviens ce qu'on appelle, nous, la boîte à outils. Enfin, je dis «nous», mais ça n'a pas d'intérêt «nous», hein, c'est le modèle en général, hein, ce qu'on appelle un modèle également de production exécutive. Je vais aller chercher dans la boîte à outils de la société de production les services dont j'ai besoin. Je ne suis plus obligé de m'adosser à une société de production qui va mettre au placard, en définitive, une partie de ma liberté, puisque en assurant mon service, mon suivi administratif, elle va également gérer ma production, elle va également gérer ma communication, elle va également donner des conseils artistiques. Non, je vais aller chercher dans la société les services dont j'ai besoin. Le plus gros poste qu'on rencontre, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était sur le suivi administratif. Aujourd'hui, nombre de structures ont un vrai frein sur le suivi administratif de leur structure. Travailler avec une structure comme la nôtre, une structure de production exécutive, va offrir la sécurité à l'artiste pour faire en sorte que son projet soit sécurisé socialement, caché d'intermittent, juridiquement, avoir des contrats qui tiennent la route, fiscalement, payer les bonnes choses aux bonnes personnes. L'organisation de tournée également, on va pouvoir, déléguer cette partie. Hem, le suivi administratif, alors je vais également vous parler de modèle économique, je le ferai, par la suite, hein. Le suivi administratif va être, en fait, rémunéré au forfait ou au pourcentage. L'organisation des trajets et tournées, ça peut être rémunéré au forfait ou au pourcentage, mais à chaque fois, je viens heu, rémunérer, mon producteur exécutif via, une somme qui a été définie et qui, en fait, n'est pas, incontrôlée, qui est, en toute transparence. Pour le booking et la diffusion, c'est pareil, ça sera un système de commissionnement, par exemple. Pour la communication, c'est pareil, je vous sors une newsletter, ça coûte autant. La création de décors, évidemment, c'est au coup par coup et les conseils artistiques, ça peut être également des jours de conseils. Donc je suis pas obligé de prendre tout le package et je garde mon pouvoir de décision, parce que, en fait, bah, finalement le producteur c'est moi. C'est pas parce que quelqu'un a mis de l'argent on n'a plus dans le schéma où quelqu'un a mis de l'argent dans mon projet, où je dois lui déléguer une partie trop importante de ma liberté d'entreprendre artistique. Hem, alors vous me direz effectivement pourquoi, si je suis un artiste entrepreneur, bah, pourquoi ne pas aller plus loin en créant sa propre boîte? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Bah, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est parce qu'on peut avoir une âme d'entrepreneur sans vouloir les contraintes sociales, juridiques et fiscales.
En effet, demain, créer sa propre structure, vous le savez, vous avez peut-être créé des sociétés, bah, c'est se frotter à des organismes, divers et variés qui comprennent pas toujours le cœur de votre métier. Ça peut être l'URSSAF, ça peut être, les impôts, ça peut être les caisses de cotisation diverses et variées et Dieu sait qu'il y en a beaucoup dans le spectacle vivant. Donc on peut avoir envie d'être entrepreneur, de prendre les décisions pour son projet artistique, mais de ne pas s'emmerder, excusez-moi de l'expression, avec tout ça. Également, en fait, on va s'apercevoir que le modèle qu'on propose, finalement, est une forme de coopérative, même si elle n'en a pas le statut juridique. Nous, on est en SARL. Parce qu'on va mutualiser les coûts, en fait. Et les coûts de mutualisation font que les frais de structure vont être beaucoup moindres. En effet, quand on suit 100 prestations par an, on va quand même avoir besoin de quelqu'un qui va faire les fiches de paie, qui va quand même faire le suivi social, on va avoir un cabinet comptable, on va devoir avoir des locaux pour héberger toutes ces personnes, l'accès Internet, les accès aux logiciels, etc. Tout ça, ça coûte cher et finalement, il y a un minimum d'activité à avoir. Nous, en proposant de gérer 5 000 prestations par an, on va permettre en fait finalement d'abaisser de façon drastique les coûts et ce qui va en fait, au moment où l'entrepreneur va se poser, l'artiste va se poser la question: «Est-ce que je crée ma boîte ou pas?» Bah, finalement, il va devoir atteindre un certain niveau d'affaires pour lui permettre, de, financer, sa propre structure juridique. Finalement, déléguer, à un prestataire de service certains services va permettre de rationaliser les coûts et de les maîtriser. Et ces délégations partielles peuvent être une étape vers la création d'une structure juridique autonome, ce qu'on appelle de nos voeux. Et dans ce cas, l'artiste sera entrepreneur dans toutes les formes. En fait, ce qu'il faut tout simplement comprendre, c'est que les artistes, il faut qu'ils aient du temps à consacrer à la création artistique. Et ça, c'est la première chose. Pour que ce modèle fonctionne, il y a 3 mots clés, que j'ai, mis en exergue, qui sont transparence, équité et liberté. Transparence, liberté et équité. C'est au cœur de la démarche de production exécutive. Transparence parce qu'en fait, c'est ce pourquoi les artistes viennent. Pas de coûts cachés. Je sais combien je gagne, je sais combien je perds et surtout je sais pourquoi. Les flux financiers ne sont pas absorbés dans une vaste, dans une vaste nébuleuse et vous seriez, enfin vous le savez peut-être, mais c'est très très étonnant aujourd'hui encore de constater que certains artistes se voient signer des contrats. Je suis pas du tout là pour cracher sur le modèle de la production traditionnelle, hein, franchement, nous on en fait aussi, hein, il y a pas de, enfin on n'en fait pas, mais je veux dire, on pourrait en faire. C'est très étonnant de voir qu'aujourd'hui, les artistes ne savent pas combien coûte une salle, ne savent, en fait, c'est très, très flou, en fait, et les flux financiers qui leur reviennent sont parfois incroyablement bas par rapport à ce qu'ils devraient recevoir s'ils s'étaient produits. Ça, c'est quelque chose, c'est normal, les sociétés de prod doivent gagner leur vie, c'est tout à fait normal quand elles ont rendu le service, mais en tout cas, dans la démarche de production exécutive, il faut de la transparence. La liberté aussi, il faut savoir que nous, dans le modèle qui est le nôtre, on ne fait signer aucun contrat. Sauf les contrats de travail évidemment quand une prestation a lieu. C'est-à-dire que pour nous, dans ce modèle de prestation, exécutive, l'artiste n'est lié en aucun cas avec nous. Il peut passer une fois par nous, une fois par quelqu'un d'autre. Et oui, on dit qu'on veut briser les chaînes de cet intermédiaire. C'est pas pour derrière remettre des contrats qui vont obliger l'artiste et qui vont finalement, je dirais presque faire, qui vendent son âme à un producteur? Certainement pas. Non, l'artiste, il est libre. Et ça choque énormément dans le milieu de la production parce que ça se comprend. Le producteur initial, comprenez bien le modèle économique, il est différent. Le producteur initial, il va prendre un artiste, il va mettre 100 000 € sur la table pour l'aider dans son développement. Il a besoin que cet artiste signe avec lui pendant 3 ou 4 ans pour être certain qu'au bout d'un moment, bah, ces 100 000 € ils soient rentabilisés. Parce que si l'artiste il se barre au bout d'un an, là on est dans un autre modèle puisque l'argent n'est pas celui du producteur. L'argent est celui de l'artiste en fait, puisque c'est lui son propre producteur. Donc ça change et donc
ça fait que comme il n'y a pas finalement de mise de départ, ça permet en fait finalement aux artistes d'être libres et on peut les laisser partir très rapidement. Chez nous, on peut résilier, puis c'est dans l'air du temps aujourd'hui. Demain, vous pouvez changer d'assurance de maison, maintenant, vous pouvez changer d'assurance de voiture, vous pouvez changer de vous divorcer en un clic. Enfin, on n'est pas là. L'engagement fait peur parce il y a eu trop d'abus. On se souvient tous du temps où on s'engageait pour 8 ans pour prendre un forfait avec 2 euros de moins sur le téléphone. C'est fini, ce temps-là. Aujourd'hui, c'est le temps de la liberté. La vraie colle, c'est la confiance. Et puis, l'équité, donc c'est ce que je vous disais, on fait en sorte que, le volume d'argent reparte au créateur, à l'artiste. Dans le modèle qu'on propose, les flux financiers repartent à l'artiste. Hem, je vais vous donner un exemple, dans notre modèle, sur une salle de 1 000 places avec un ticket moyen à 30 euros, on va dire, Heu, on estime, on a déjà fait des calculs parce qu'on nous les a demandés, que finalement la somme qui va rev s'il fait complet, hein, dans le cadre d'un artiste complet, l'artiste va gagner 15 000 € de plus que dans le cadre d'une délégation, par un producteur. Voilà, donc c'est des sommes colossales. Donc les artistes qui ont un certain volume d'affaires, franchement, enfin, moi je ne vais pas vous citer de têtes d'affiche qui travaillent avec nous parce que ça aurait pas de sens et j'ai un devoir de confidentialité, mais ils s'y retrouvent vraiment. En fait, ils s'y retrouvent vraiment. Et puis pour les petits, là-dedans, ils s'y retrouvent également. Parce que finalement, on peut se dire: «Mais d'accord, mais l'artiste, il a pas l'argent au départ pour investir». Ben oui, mais comme un entrepreneur finalement. C'est ses victoires, c'est ses succès, ses petits succès, de la base qui vont financer, grâce à une sorte de cagnotte qui va faire monter, qui vont financer les gros investissements de demain. Mais comme dans la vraie vie, comme dans l'économie réelle en fait. Hem, donc en fait, finalement, les succès d'hier vont financer ceux de demain et ce qui permet finalement à l'artiste de pérenniser son modèle, économique et de rendre sa démarche économique viable. On connaît tous des grandes entreprises, qui ont commencé dans des ateliers ou des garages. Et ben là, c'est exactement la même chose. L'artiste va être accompagné au début, il va avoir toutes les clés pour y arriver, mais c'est son modèle à lui, c'est son idée qui va fructifier et cette fructification va permettre en définitive d'avoir de plus en plus d'apports et chez nous, en fait, des artistes réinjectent de l'argent dans des projets, plus gros, en fait, au fur et à mesure parce qu'ils ont les velléités économiques pour le faire. Alors le modèle économique, dans ce schéma-là, parce que vous demandez peut-être un peu comment on peut gagner notre vie, le modèle économique est toujours indexé au volume d'affaires de l'artiste. C'est-à-dire que, c'est, du coût par coût, et coût, COUT également par coût. Soit une facturation à la tâche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un décor c'est autant, une fiche de paye ça coûte autant, ou un pourcentage, ce qui lie le succès du prestataire que nous sommes à la vitalité des artistes. Donc tout le monde a intérêt à ce que ça fonctionne. Voilà, je vois qu'il y a quelques questions, on va les lire dans un instant. Hem, le modèle de production, dont je vous ai parlé au début du XXe siècle, il existe encore et il génère des très beaux profits et il perdurera encore longtemps parce que certains artistes, veulent entièrement donner leur confiance et ils ont besoin d'être accompagnés et ça, on doit le respecter et c'est un modèle qui va perdurer. Ils veulent se sentir protégés par le producteur et ça leur pose aucun problème de savoir qu'une société de production qui a misé sur eux peut récupérer de l'argent et d'ailleurs, l'immense majorité des producteurs proposent une prestation honnête, et permet vraiment le développement des artistes. Il y a plein de succès qui n'auraient pas eu lieu sans la démarche du producteur. Mais nous, on pense aussi que aujourd'hui, on a une nouvelle génération d'artistes qui a besoin de reprendre en main son destin et de prendre des décisions pour lui, éclairées quand même par l'apport de conseils, mais des décisions qu'il prendra lui-même. Et c'est là où le modèle de la production exécutive tel qu'on le propose est intéressant pour, ces artistes et c'est en ça où nous défendons cette boîte à outils, dans laquelle je viens trouver des outils qui vont aider mon projet artistique, c'est-à-dire mon rêve, on est quand même là-dedans, hein, à devenir une réalité. Pour que, l'artiste, hem, comme l'est tout entrepreneur, soit libre, mais pas seul. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop rébarbatif. Alors je vois qu'il y a des petits messages et également des messages d'insultes.
Alors pour la licence d'entrepreneur du spectacle vivant, il faut pouvoir attester d'au moins 6 mois de travail dans ce domaine? Non. Effectivement, c'est, la li alors les conditions de licence d'entrepreneur du spectacle se sont considérablement assouplies et aujourd'hui, en gros, avec 2 formulaires, ont réussi à être entrepreneurs de spectacle. Mais il n'empêche qu'il faut le faire. C'est facile à obtenir, c'est peut-être un peu plus difficile à garder la licence d'entrepreneur de spectacle. Il y a plusieurs licences déjà, il faut savoir de quoi on parle. La licence 1, c'est pour celles qui accueillent des spectacles, des lieux. Donc ça, c'est assez difficile à avoir parce qu'il faut, justifier de certaines, autorisations de formation du personnel, voilà. La licence 2 et la licence 3, c'est sur la production et la diffusion. Licence 2 et licence 3, c'est sur la production et la diffusion. Donc ça c'est assez facile à obtenir. Effectivement, donc il y a des artistes pour répondre à votre question, je sais j'ai plus votre prénom, Camille. Hem, Certains artistes qui ont envie de se lancer n'ont pas la licence d'entrepreneur et c'est pour ça qu'ils viennent à s'adosser les services d'une structure comme la nôtre, qui va leur permettre de bénéficier de l'outil juridique pour mettre en place leur projet dans un cadre légal, avec une assurance, et cetera, et cetera. J'espère que ça répond à votre question, Camille. Alors Caroline, du coup, vous faites du B2C dans un premier temps si l'artiste n'a pas de structure et du B2B quand elle en a une. Alors, j'essaie de comprendre le sens de votre question, Caroline, qui est probablement plus intelligente que moi. Vous faites du B2C dans un premier temps si l'artiste n'a pas de structure. Oui, oui, c'est vrai, oui, c'est ça, ouais, absolument, vous avez tout à fait raison. C'est ça, absolument. En fait, vous mettez le doigt sur quelque chose d'intéressant, Caroline, c'est qu'il peut également y avoir des structures de production qui viennent quand même piocher dans la boîte à outils certains services qu'ils ne maîtrisent pas. Je vous donne l'exemple de la diffusion. La diffusion, c'est très spécial dans le spectacle vivant, c'est le nerf de la guerre, c'est vendre les spectacles. Ça, c'est un métier très spécifique. On a des sociétés de production qui vont aller piocher un service dans des entreprises, de diffusion qui vont leur permettre, en fait, finalement, de rémunérer ce diffuseur à la commission. Bah, en fait, c'est la même chose. Donc effectivement, ça s'adresse, aux B2C, enfin aux particuliers, mais également aux professionnels. J'espère que ça répond à votre question. Dites-moi si je suis à côté de la plaque, de toute façon, je vois rien, j'entends rien. Par contre, le modèle de subvention demande implicitement la s oui? Mais justement, c'est là où, le producteur c'est là où le service qu'une société comme la nôtre propose fait le lien, justement. C'est le lien juridique qui va permettre, lors de la demande de subvention, de dire: «Les artistes, les joyeux farfadets de Limoges sont, une association loi de 1901 ou n'ont pas de structure juridique, mais dans la demande de subvention, et c'est de plus en plus dans les dossiers de subvention, quelle est la structure administrative qui porte? Et dans ce cas-là, vous pouvez sortir le nom de la structure qui porte le projet administrativement, le producteur exécutif. Et aujourd'hui, les autorités reconnaissent pratiquement tout le temps, cette structure administrative. Ça permet en fait finalement d'être au clair et de ne pas se couper de subventions. Alors évidemment, ça sous-entend que cette structure administrative ait une bonne réputation, que les dirigeants, ils aient pas été foutus en tôle ou, même en termes de RSE, qu'il y ait pas une mauvaise, réputation. J'imagine que vous travaillez avec des artistes ayant un capital financier de base suffisant pour pouvoir investir avant de pouvoir générer de l'argent. Alors c'est une question que j'ai un petit peu effleurée effectivement, Caroline toujours. Pas forcément, pas forcément parce que, hem, le début d'un projet artistique, et moi je le sais parce que j'ai créé une troupe de théâtre, à partir de rien. Bah, ça peut être un investissement très faible au départ. Ça peut être quelques costumes, ça peut être, surtout, le début d'un projet artistique, c'est quand même de l'écrit, c'est de la matière grise et ça coûte rien. Ça, il faut quand même le dire. C'est une idée et assez rapidement, on peut et d'ailleurs beaucoup trouvent qu'ils commencent comme ça, on fait les costumes nous-mêmes, on fait un peu de décor nous-mêmes, on sort une petite plaquette et c'est le début de l'aventure artistique.
Allez, je vais prendre une comparaison qui est incroyable, le Cirque du Soleil, que vous connaissez tous. C'est, au départ, une troupe de circassiens, qui vont dans la rue et qui ont des costumes faits par eux et qui commencent à générer petit à petit, des profits et qui décident, de devenir entrepreneurs et qui montent quelque chose d'aujourd'hui, absolument incroyable. Même s'ils ont des déboires, le Cirque du Soleil existe toujours et aura marqué durablement l'histoire. Mais c'est quoi le départ? Le capital de départ? C'est de la matière grise, c'est de l'envie, c'est de la passion. Ça, il faut jamais l'oublier. Alors nous, on va peut-être pas, amener, effectivement de flux financiers qui vont permettre de développer, mais finalement quand on a si on avait amené ces flux financiers au départ, est-ce que c'est pas une part de la liberté de l'artiste qui, se trouvait finalement mise au placard par, cet apport? Combien coûte finalement en termes de liberté l'apport du producteur initial? C'est la question qu'on se pose en fait, c'est la question filigrane de la production exécutive. Alors là, derrière de jolis raisonnements, merci, sont jolis, tant mieux, puisque nous sommes obligés de passer par une autre structure qui gère le côté administratif juridique. Mais une autre approche qui s'inspire du low cost, qui finalement risque de coûter plus cher quand on veut bénéficier de tout le service. Je suis très dubitatif avec même un S, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de dubitativité. Une façon de packaging pour proposer un marketing en tant qu'artiste-auteur, nous sommes toujours coincés par les producteurs, peu importe quel nom on donne. Bah, je comprends, Rajesh, votre questionnement. Hem, la philosophie est complètement différente. Sincèrement, la seule façon dont je pourrais vous prouver que à la fin, c'est l'artiste qui gagne, c'est, bah, c'est les flux financiers qui sont captés par les artistes. Mais ça, je pourrais vous faire des démonstrations, si on était en contact, direct. Il y a pas en fait, aujourd'hui, si vous êtes artiste, vous êtes peut-être, artiste-auteur, c'est ce que je vois, ouais. Il faut quand même visualiser que vous n'avez pas accès pour beaucoup de vos projets aux producteurs. Vous n'y avez pas accès. Ils veulent pas. Ils disent non. Ou alors peut-être que vous avez beaucoup de succès et tant mieux. Ils disent non. Nous, on ne dit jamais non. Jamais. Le producteur exécutif, il dit pas non. Tu as des cachets à faire, tu as un projet, il y a pas de souci, on va faire tes cachets, ça va te coûter autant, tu as maîtrisé tes coûts. Vous voyez, on est vraiment dans cette logique-là. Il y a pas de ticket d'entrée, en fait. Il y a pas de notoriété, il y a pas de on va vous aider, quelle que soit votre structure juridique, quel que soit votre taux votre niveau de maturité. Ça, c'est hyper important. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de projets artistiques, et c'est d'ailleurs enfin, un des gros problèmes des artistes, n'accèdent pas aux sociétés de production. Beaucoup ne sont pas produits, en fait, tout simplement. Là, on offre avec ce service la possibilité de garder, d'être produit, d'avoir tous les outils juridiques comme si j'étais produit, sauf que le patron, ça reste moi. J'espère avoir été le plus clair, Rajesh. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Voilà. Donc, Camille et Caroline, j'ai bien répondu, donc je vous en remercie. Rajesh a dû quitter la conversation, heu, peut-être pas et puis, Charlotte nous disait que c'était hyper intéressant. Bah, merci. Voilà, c'est sympa. On est parfaitement dans le timing puisqu'il nous reste exactement 2 minutes 30. L'occasion pour moi Merci Agathe, merci beaucoup. L'occasion pour moi de vous montrer, Julie, voilà, qui était à côté de moi. Voilà. Je vous fais également visiter les coulisses. Bon, il y a rien à voir. Voilà, ça c'est quelque chose qui est formidable. On est un petit peu comme si on était des vendeurs en ouais, il nous reste 2 minutes. On a l'impression d'être un peu dans un centre d'appel en Inde, hein, ici. Hein? Je vends des fenêtres avec mon petit casque. Hem, François, que pensez-vous de la généralisation de la diffusion gratuite telle qu'avec Instagram? Est-ce que cet écueil du monde contemporain qui rend le marché fictif? Alors c'est très intéressant ce que vous dites François, parce qu'en fait, il y a quand même un retour sur investissement avec Instagram. Il y a une monétisation d'Instagram. En fait, aujourd'hui, je pourrais vous donner l'exemple d'un artiste qui joue ce soir au Grand Point Virgule, vous irez voir, que l'on accompagne en fait dans sa démarche de production exécutive, qui a une source d'activité uniquement Instagram. C'est un énorme instagrammeur et en fait, ces contenus gratuits se transforment en billets. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui,
il faut être, moi, il y a quelque temps, j'aurais été dubitatif également comme vous sur, la captation finalement de la valeur par les acteurs, heu, du numérique. Mais finalement, on s'aperçoit que les consommateurs, les gens, achètent des billets suite à une consommation sur YouTube, sur Instagram. Donc on pourrait avoir cette discussion un peu plus longtemps, mais en tout cas, la bonne nouvelle que je voulais vous donner, François, c'est que le fictif arrive à se transposer dans, en fait, le spectacle vivant à encore de beaux jours parce qu'en fait, il réussit encore à générer l'expérience du vivant. Moi, le métaverse, tout ça, en toute sincérité, je sais pas du tout ma came, j'y crois pas du tout, en tout cas pour le spectacle vivant. Et la preuve que j'ai avec cet artiste, et ben, c'est que oui, effectivement, on arrive à faire des complets, avec des jeunes qui ont découvert la proposition via Instagram, où ils n'avaient pas payé, mais là, ils vont mettre 30 € pour aller découvrir un artiste qu'ils ont découvert gratuitement. Donc c'est la bonne nouvelle. Il nous reste 24 secondes. Anne-Édith, votre modèle est-il transposable dans d'autres domaines? Bah, en fait, oui, on l'a dit tout à l'heure, en fait, c'est notre société, c'est une société de service. En fait, tout simplement, on applique le service, à plein d'autres domaines. Si vous avez des idées, je serais très content, d'échanger avec vous. Agathe, on a, Julie qui vous dit Julie, on a, Agathe qui vous dit bonjour. Anne-Édith, merci et puis merci François, voilà. Bah, merci à tous. On a terminé. C'est fini. N'hésitez pas si vous avez des questions, je pense que mes coordonnées sont à peu près liées à ce truc. Bon, LinkedIn, via LinkedIn, très mauvais en réseaux sociaux, mais vous pourrez toujours me retrouver. Je m'appelle Florian Ansens. Merci en tout cas d'avoir pris du temps pour participer à ce moment. Bon après-midi à tous.